Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles auditrices et tous les nouveaux auditeurs que j'ai notamment croisés lors du Big le 6 octobre dernier ou encore au show Unleash hier, show dont je vous reparlerai bientôt. Alors je serais ravie aussi de retrouver grand nombre d'auditrices et d'auditeurs lundi prochain 17 octobre à 18h à l'Open Mind à Paris. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez qu'il reste quelques places, c'est gratuit par contre sur inscription, le lien est dans les notes de l'épisode, et que ça va être une soirée lors de laquelle on va débattre autour justement de l'entreprise de demain, des tendances du futur du travail, de leur implication au niveau de l'organisation, au niveau du management, et on va identifier ce qu'on peut mettre en place. Sachez aussi que cette soirée elle est possible grâce à mes deux partenaires qui sont l'Open Mind et Ivy, et aussi S3. Donc l'Open Mind et Ivy, en fait, c'est un même groupe. L'Open Mind, vous allez voir, c'est un lieu fantastique pour travailler autrement, pour faire de l'intelligence collective, qui justement est le métier de Ivy. Et donc je remercie Yann Glever de Ivy pour sa confiance. Et puis l'autre partenaire, c'est S3 France, représenté par Claire Bonenfant. Claire est une ancienne auditrice du podcast. C'est une exploratrice du futur du travail, une pionnière dans le domaine et dans le métier aussi par essence de S3, puisque S3, son métier, c'est de rapprocher les talents donc avec les entreprises dans le domaine des STEM et qu'il travaille sur les nouvelles formes d'emploi, notamment le freelancing, depuis plus de 20 ans. Donc on vous attend, Yann, Claire et moi, nombreux, lundi 17 octobre à 18h. Inscription dans les notes. On passe à l'épisode du jour. J'ai commencé une série la semaine dernière sur la transformation. J'essaie de vous proposer des séries un peu au fil de mes rencontres et de mes interviews. Je trouvais intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce sujet, de comprendre quelles étaient les clés pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions, avec de meilleurs résultats. Une transformation, c'est long, c'est pas simple, donc c'est intéressant, parce que la transformation, il y a la théorie, il y a la pratique, et au milieu de tout ça, il y a le retour de ces personnes qui nous, qui teintent la théorie de pratique et qui nous permettent d'aller plus loin. J'ai commencé la semaine dernière avec Anne Le Sueur-Dart, qui s'occupe de transformation à l'Occitane, dans le groupe L'Occitane. Et ce jeudi, je continue, je voudrais saluer, grâce au congrès HR, qui m'a invité en printemps dernier, et grâce à qui j'ai pu rencontrer Claire Gatier-Caillot. Donc voilà, le congrès HR en fait se tient 2 fois par an. Le prochain c'est en novembre, c'est passionnant. On explore beaucoup de choses sur tout ce qui est pratique RH, futur du travail. C'est des intervenants d'extrêmement bonne qualité, je peux que vous conseiller. Donc Claire, elle est nouvellement DRH de la filière IT de la direction des ressources et de la transformation numérique, et elle s'occupe de la transformation numérique à la Société Générale. Claire, elle partage ici la transformation managériale qu'elle a menée précédemment en tant que DRH adjointe de la Banque de détail en France, toujours à la Société Générale. Ce qui est intéressant, c'est que donc Claire, cette transformation avec ses équipes, elle l'a initiée, lancée, suivie, mais aussi installée dans le temps. Intéressant aussi, c'est que c'est une transformation ambitieuse qu'elle a menée dans un environnement qui est la banque, qui est nécessairement contraint, normé, discipliné, hiérarchique. Donc transformer des pratiques managériales dans ce milieu, c'est pas forcément évident. Donc elle a choisi de le faire bien sûr avec les équipes, avec les managers et son équipe. Elle a alterné diagnostic, inspiration, mise en pratique. Elle a aussi veillé à ce que le discours et la mise en pratique restent toujours le plus alignés possible. Pour ça, elle a également travaillé sur un nouveau cadre. Je vous parle souvent de l'importance du cadre. Un cadre qui permet d'opérer cette transformation, qui permet d'opérer ces nouvelles pratiques managériales, qui guident les managers. Mais elle a aussi, avec ses équipes, fait parfois des choix courageux et dit non à des pratiques qui ne correspondaient plus aux attendus. L'épisode est riche, passionnant, donc un peu long, mais ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout. Bonne écoute. Bonjour Claire.
Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Claire, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, donc, je m'appelle Claire Gatier-Caillot, je fais partie du groupe Société Générale, au sein duquel je travaille dans la filière ressources humaines depuis une vingtaine d'années, jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'au 1er juillet, j'étais DRH adjointe de la banque de détail en France, pour le groupe Société Générale, et j'ai rejoint là la direction des ressources du groupe Société Générale en tant que DRH des ressources, de l'innovation et de la filière informatique. D'accord. Donc Claire, je souhaitais échanger avec vous parce que vous témoignez notamment au congrès HR et j'ai eu l'occasion de rééchanger avec vous. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous aviez fait dans votre précédente fonction au sein de la Société Générale, qui était essentiellement d'un des sujets, qui est l'évolution des pratiques managériales. Savoir d'où vous êtes parti et comment vous y avez travaillé. Oui, volontiers. Peut-être se redonner quelques mots de contexte. Bien sûr. Et repartir quelques années en arrière. Si j'essaie de rendre les choses un peu concrètes, on est plutôt en 2015. Ça fait déjà quelques années que l'environnement de la banque de détail en France bouge. Et puis là, 2015-2016, les choses évoluent encore plus vite et on a besoin, en tout cas pour notre réseau Société Générale, de mettre en œuvre des transformations importantes qui prennent en compte et les changements réglementaires, concurrentiels, et puis les besoins d'efficacité opérationnelle qui sont les nôtres. Donc on est à l'aube de ces changements très importants qui vont concerner nos agences, c'est-à-dire notre manière d'être en relation avec nos clients, mais aussi les équipes de back et de middle office, celles qui servent et qui accompagnent nos commerciaux dans la réalisation de leurs travaux avec les clients. Comme les directions centrales, on commence à dessiner ces transformations et puis très vite, on se rend compte qu'on a plusieurs sujets à adresser, à la fois l'accompagnement des collaborateurs, mais aussi très clairement l'accompagnement de nos managers. Et quand on regarde l'accompagnement des managers, évidemment, on regarde ce qu'est notre organisation managériale, ce qu'est leur rôle, ce que va devoir être leur rôle au regard de ces transformations des métiers, mais aussi de cette transformation tout court qui se met en place. Donc, à la fois, j'ai mon rôle de manager, de patron d'une agence, de patron d'un back-office, et puis j'ai mon rôle d'accompagnement des collaborateurs dans la transformation. Bref, on se repose la question de quelles sont les missions principales de nos managers. On regarde aussi en quoi les lignes managériales bougent avec nos changements d'organisation. On a clairement une tendance à... comment est-ce que je vais utiliser des mots qui sont les plus adaptés, à faire bouger la pyramide très hiérarchique d'un réseau d'agences, et de se dire est-ce qu'on a besoin de tous ces niveaux hiérarchiques dans un monde où la responsabilisation de chacun des acteurs va être clé pour qu'on serve le plus vite possible, le mieux possible nos clients. Bref, énormément de questions autour de cette ligne managériale qui nous conduit déjà à nous dire c'est quoi notre organisation managériale, c'est quoi les missions, et finalement, c'est quoi notre culture managériale et les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc on a une première étape qui est une vraie étape de diagnostic, et de se dire, donc j'en viens directement aux pratiques pour pas qu'on passe trop de temps, mais et de se dire, dans notre monde de la banque de détail, quelles sont nos pratiques Ça, c'est important et on ne le fait pas uniquement au siège en se disant, allez, quelle est notre vision, nous, de notre culture et de nos pratiques, mais en se disant... qu'est-ce que les managers aujourd'hui nous diraient de leurs pratiques ? Qu'est-ce que les collaborateurs nous diraient de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils imaginent être les bonnes pratiques et ce qu'ils voudraient pour demain. Une fois qu'on a cette première étape-là et qu'on regarde demain, après-demain, on a besoin finalement de décrire ce que sont les pratiques attendues. Et là aussi, ce qu'on a choisi de faire, c'est de le faire en mobilisant des acteurs clés du réseau, c'est-à-dire évidemment nos dirigeants, évidemment des acteurs du terrain, du siège, et peut-être une autre illustration très concrète. On avait choisi notamment en 2016, donc à l'époque c'était pas complètement à la mode, mais de faire un hackathon de l'innovation managériale qui viendrait mettre des mots
sur ce que devraient être nos pratiques managériales à l'avenir, et où on avait réuni des collaborateurs de l'ensemble de notre réseau France, des managers, fait des équipes, et où on les avait fait bosser sous un modèle qui portait déjà un peu d'innovation managériale sur cette définition-là. En travaillant, évidemment le hackathon n'est qu'une étape, sur ces pratiques, on a posé quelques mots-clés qui allaient être, notre fil rouge et nos moteurs entre 2016 et 2020, ce qui était notre temps de transformation, notre première étape phare de transformation entre 2016 et 2020 sur l'accompagnement du coup de nos managers. Donc avec des mots, si j'essaie de faire vivre ma mémoire, des mots-clés qui étaient, qui sont un peu, peut-être un peu utilisés ou surutilisés, mais des mots-clés qui étaient pour nous le collectif, la co-construction. Par exemple, la capacité aussi à donner, à laisser la place à l'expression libre des collaborateurs, la responsabilisation, etc. Et puis surtout, au-delà de ces grands mots, d'illustrer de manière concrète ce que ça pouvait vouloir dire et ce que ça pouvait changer en termes de mode de fonctionnement, de définition même de ce qu'étaient les missions principales et les fonctions, de ce qu'étaient les objectifs de chacun des managers ou de ce que pourraient être les process qui porteraient ces pratiques managériales un peu différentes. Ce qu'on a choisi de faire aussi, bien sûr, une fois qu'on a eu posé ces pratiques managériales, c'est de décliner tout ce qui allait nous aider à les faire vivre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la communication, c'est-à-dire qu'il faut qu'à tous les niveaux, on soit conscient que c'est finalement ce qu'allait être la cible, le chemin vers lequel et donc le chemin dans lequel on devait s'engager pour aller vers la cible. Donc il y avait une question il faut dire les choses telles qu'elles sont, de marketing et de communication très claire. Il y avait une question derrière de parcours de développement, de formation, d'outillage aussi à tous les niveaux de nos managers pour pouvoir les mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Et donc on a travaillé tout un plan de qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences, comment on développe ces compétences, quels sont les outils, les leviers et les acteurs qui allaient nous aider à le faire. Et ça veut dire que on a défini au niveau de la banque de détail un plan de développement et d'accompagnement managérial sur plusieurs années qui pouvait se décliner de manière différente quand on était dans un réseau d'agences, dans des back-office ou dans les sièges, mais qui avait vocation à s'appuyer sur plusieurs pattes: la formation, l'accompagnement terrain et l'outillage. Si on est, peut-être pour être un peu plus concrète, on a évidemment repensé nos formations managériales. Enfin, c'est un basique, mais c'est une première étape. On a retravaillé les fondamentaux du management en se donnant des ambitions très claires. Et en 2 ans, on a fait suivre à 100% de nos managers une formation des fondamentaux du management avec 3 axes ou 3 niveaux. Nos managers de proximité, nos managers de managers et nos top managers, à l'intérieur desquels, au-delà des fondamentaux un peu classiques, on retrouvait nos mots-clés, nos pratiques et des illustrations très concrètes de mise en situation de ce que devraient être les pratiques. On a aussi retravaillé dans la symétrie d'attention client ce que devraient être nos rituels et le rôle des managers dans nos rituels clients, donc de coaching, d'observation de rendez-vous, etc., etc. Donc, ce qu'on a essayé de se dire, c'est qu'on avait cette symétrie entre le rapport collaborateur-manager et le rapport collaborateur-client pour que, finalement, la cohérence soit la plus grande possible et nous aide à installer, finalement, l'ensemble de ces changements. L'autre point que j'avais envie de mettre en avant, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation, donc on a dit on avait un plan d'accompagnement managérial et donc on a créé au niveau de la direction des ressources humaines une équipe dédiée dont d'abord le nom de cette équipe c'était organisation et leadership et qui avait pour vocation d'abord au siège et puis ensuite de manière
de manière plus large, déclinée dans les régions et dans les entités, avoir des accompagnateurs de ces changements qui intervenaient dans le cadre de séminaires d'équipe, de coaching d'équipe, de coaching de managers, de mise en œuvre de sessions, par exemple, de co-développement, etc., mais pour faire vivre ces pratiques dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a la formation et on m'extrait de mon quotidien et on m'aide à mettre le doigt sur des notions nouvelles, à les expérimenter, etc. Et puis, il y a la vraie vie au quotidien et la manière dont moi, patron, déjà je manage mon exco ou j'anime mon exco, moi, manager de proximité, j'anime mon équipe, etc. Donc on a eu cette deuxième patte extrêmement importante qui a pris du temps aussi de se dire on a une équipe dédiée. Et là aussi, il faut dire les choses très clairement, un budget dédié, et on a été accompagné par des partenaires externes d'ailleurs pour nous aider à le faire quand on n'avait pas la force de frappe dont on avait besoin au début et qui nous ont aussi aidé à internaliser les compétences et puis derrière à les décliner. Et on a aujourd'hui une toute petite équipe en centrale, mais des relais dans chacune de nos régions qui ont vocation, aux côtés des patrons de région et des DRH, à poursuivre ces travaux d'accompagnement managérial dans la durée, en fait. Parce que l'autre vrai sujet, quand même, c'est de passer de quelque chose qui est l'actualité, c'est-à-dire la décision managériale à un instant T, on a besoin de faire bouger nos pratiques, à quelque chose qui vit, qui s'installe, qui se revit, qui se réinstalle, qui se vérifie, qui dans la durée. Et pour ça, on avait la conviction qu'il fallait qu'il y ait des relais à l'intérieur des équipes, dans un réseau qui couvre l'ensemble de la France, à l'intérieur de nos régions et de nos entités, parce que le pilotage du siège, ça marche pour lancer l'initiative, pour la raconter, mais pas après. Oui, c'est ce que j'appelle la phase 3 de la transformation, parce que la phase 1, on la prépare, la phase 2, on la lance, et la plus critique, c'est la troisième, c'est-à-dire, en fait, elle est lancée, il faut la faire vivre. Et qu'est-ce qui a fait... est-ce que après avoir suivi les formations, est-ce que les personnes ont mis en œuvre concrètement? Est-ce que vous avez vu évoluer les pratiques? Et si oui, ça a été quoi la recette? Parce que quand même, ce qui est compliqué, c'est pas tant d'avoir l'intention et d'essayer d'enclencher, que de faire en sorte que ça... Voilà, on dit que ça existe dans la durée, mais déjà que ça prenne vie dans la réalité. Parce que je discute avec beaucoup de personnes qui me disent on a fait plein de choses, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas les résultats escomptés. En tout cas, pas à la vitesse qu'on voudrait. Donc, quelle a été votre observation? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Alors, je pense que quand même, là aussi, avec beaucoup de réalisme, je crois que ça ne va jamais à la vitesse escomptée. Il y a deux choses là. C'est que d'abord, on voudrait que ça aille vite, parce qu'une fois qu'on a décidé ces changements, c'est parce qu'on sait qu'on en a besoin, que les collaborateurs en ont besoin, que les clients en ont besoin. Donc, ça ne va jamais assez vite, surtout dans un réseau où la ligne managériale, c'est des milliers de managers et qu'ils sont partout en France, parfois dans des villes qui ne sont pas facilement accessibles en TGV, j'exagère un peu, mais pour connecter, pour aller à la rencontre de 100% de ces managers, c'est de toute façon long. Et puis le deuxième point, c'est que on parle de pratique, mais dans le fond, ce dont on est en train de parler, c'est notre culture managériale et c'est forcément très long. Et même si on le sait, on trouve que ça va jamais assez vite. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que ça n'est pas allé assez vite et on n'est pas encore au bout du chemin. Mais je crois que c'est pas ça c'est pas grave. C'est important, il faut le regarder. Puis on en parlera peut-être après. Ça veut dire que c'est important de piloter un peu ces changements dans la durée pour voir si, même si c'est un peu lent, le rythme est là. Ça, donc ça va forcément pas assez vite. Après, ce qui a compté, et c'est très en lien avec ce qu'on évoquait avec les relais, c'est que ce soit pas raconté, ce soit pas lu, ce soit pas entendu, mais ce soit expérimenté. Et nos relais sur le terrain, ils nous ont permis d'accompagner les managers dans l'expérimentation. Et on a eu plusieurs phases. Alors c'est un peu le 1, 2, 3 que vous évoquiez tout à l'heure, mais on a volontairement mis les managers en situation. C'est-à-dire qu'ils étaient en situation avec quelqu'un qui portait ces nouvelles pratiques ou ces outils, etc. Puis ensuite, ils étaient en situation où là, ils étaient deux à porter. Et ensuite, ils étaient, eux, en situation de porter, avec parfois quand même quelqu'un qui était là pour observer. Mais on avait ce mandat-là avec nos relais. D'ailleurs, nos partenaires externes nous ont aidés là-dessus, parce qu'ils avaient davantage de compétences que nous au démarrage, à dire, je porte, ils regardent, je le débriefe avant, après.
puis on porte ensemble, puis il porte, et je continue à être là en soutien à débriefer. Ouais, donc c'est de l'expérimentation accompagnée. Exactement. Et ça veut dire, là aussi, il faut être très concret, qu'on ne peut pas juste avoir envie, et le go du top management, il faut qu'il y ait des moyens dédiés. Ça, c'est hyper clair. Donc, ce plan de transformation de notre culture managériale et d'accompagnement de nos managers dans des nouvelles pratiques, ça n'existe pas si on n'a pas des moyens pour le faire. Et alors justement, on parlait de mesures. Moi, si j'étais collaborateur ou collaboratrice d'une agence bancaire en 2016 et puis que je le suis maintenant, qu'est-ce que je vois de différent ? Alors évidemment... on va dire pas pour tout le monde par définition, mais ce qui est recherché, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui est constaté au moins sur une partie de la population. Alors déjà, j'aurais envie de dire comment est-ce qu'on sait qu'il le voit. C'est que ce qui a changé aussi, et qui était pour nous une des premières illustrations de ce changement de posture et de pratique managériale, c'est qu'on leur a posé la question. C'est qu'on les a interrogés, qu'on leur a donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils voulaient, et la réalité de ce qui changeait ou pas. Et ça, on l'a fait assez régulièrement. Donc ça, c'est le premier point, ce qui est quand même hyper important pour pouvoir après répondre à qu'est-ce qu'il faut. Quand on les interroge, et on le fait encore aujourd'hui, on ira peut-être sur la manière dont on les interroge, mais il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est la capacité à être écouté, en vrai, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des instances. Et là, on s'éloignera peut-être aussi simplement du manager, mais qu'il y ait des instances structurées et organisées dans lesquelles les collaborateurs peuvent s'exprimer, des outils à travers lesquels ils peuvent s'exprimer, et puis des postures qui, en général, favorisent cette expression-là. Mais il n'y avait pas juste la seule capacité du manager ou la seule intention du manager. Parce que ça nous semblait hyper risqué. D'abord, ça nous semblait mettre trop en responsabilité chacun des hommes et des femmes qui étaient concernés. Tout seul comme des grands en disant soit tu y arrives, soit tu y arrives pas. Mais donc il y avait aussi la manière dont les process, les instances de réunion, et tout à l'heure j'évoquais la symétrie avec les clients, mais on a travaillé dans un programme d'excellence managériale et en parallèle d'excellence client qui disait il y a des rituels différents même dans le management d'une équipe commerciale. Et quand on manage une équipe commerciale, on ritualise un certain nombre de choses comme la réunion collective qui démarre par l'expression des collaborateurs des difficultés de la semaine. Donc on a été volontairement contraignant au démarrage dans ce que ces changements de pratique voulaient dire au quotidien et devaient être visibles du collaborateur et aussi des clients. Mais c'est intéressant, vous avez renforcé le cadre. Vous avez renforcé le cadre dans lequel les pratiques managériales s'exerçaient. Et ce qui a un côté très rassurant, puisqu'en fait, quand le cadre est plus clair, j'y vais, j'ose y aller, parce que j'ai quelque chose, j'ai des repères, j'ai des points de repère, et quelque part, je vais sans doute prendre plus de liberté, je vais pouvoir être moi-même dans ce cadre, en fait. En tout cas, ça nous semblait indispensable d'avoir à la fois un message, raconté, partagé avec les managers en disant c'est ça qu'on attend de vous, mais aussi un cadre dans lequel de toute façon ils devaient fonctionner et qui était piloté. C'est-à-dire que ça faisait partie des objectifs des managers. Donc il y avait aussi, si j'ai pas compris l'histoire qu'on m'a racontée, de toute façon, il faut que je rentre dans ce cadre-là. Donc je vais me rendre compte que je n'y arrive pas et je vais pouvoir poser la question ou être corrigée ou être accompagnée. Et l'autre point au-delà du cadre, c'est les outils. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre, et notamment quand on a développé le coaching, alors après on utilise des mots parfois pas de la bonne manière, et nous on utilisait le mot coaching pour accompagner nos nouveaux conseillers de clientèle par exemple dans des relations, dans des rendez-vous avec les clients, et où on a confié au manager un rôle de coaching de ses collaborateurs, d'observation de rendez-vous avec une grille. On leur a appris à observer un rendez-vous client, on leur a appris à débriefer, etc. Il y avait aussi des outils au-delà du cadre. Donc on avait le sentiment que on utilisait, chaque facette de ce qu'il était possible de faire. Un point important, c'est qu'une fois qu'on a à la fois raconté l'histoire de manière la plus claire possible en donnant du sens à ce qu'on voulait faire, fait bouger le cadre pour qu'il soit hyper en cohérence avec ce qu'on voulait faire, et puis outillé, il y a forcément une autre étape, ou en tout cas un autre levier inévitable, et c'est peut-être pas la partie la plus positive, mais elle compte, c'est que c'est là aussi où on se rend compte de ceux qui peuvent, de ceux qui veulent, et de ceux qui ne pourront pas
ou qui choisiront de ne pas le faire. Et c'est une autre étape qui ne peut pas être négligée. Donc ceux qui ne peuvent pas, on a 2 manières de travailler avec eux. Soit on développe encore des compétences, soit on se rend compte que mais il y a des orientations managériales qui ont été prises qui n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire que parfois on a fait monter des experts en management et que c'est pas la bonne manière de faire. Là, pour la première fois, de manière assez claire, ça donnait le terrain de l'expression de finalement c'était pas la bonne orientation. Donc soit on développe, soit finalement on fait des choix de carrière différents. Et puis par contre, pour ceux qui ne voulaient pas, du coup c'était un terrain de discussion qui n'était pas du tout le même, mais qui nous a permis aussi de nous rendre compte de choses qu'on ne mesurait pas forcément aussi clairement. Et il a fallu faire des choix sur des profils de managers qui n'étaient pas ceux qui allaient porter cette transformation et les pratiques managériales qu'on avait choisi de porter dans cette entreprise. Tout ça, c'était combien de pourcents de la population managériale à peu près ? Tout ça, c'est la toute dernière partie. Oui, dans les personnes qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas. Je vais vous dire quelque chose qui est assez basique, c'est-à-dire qu'on a clairement eu très vite un tiers qui était à fond. Ouais. Avec envie. Alors, il y avait ceux qui attendaient ça, ceux qui étaient partants, ceux qui avaient... Un tiers, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais... Normalement, on a à peu près en général 10-15% de moteurs, donc un tiers, c'est beaucoup. Quand je dis le un tiers, c'était ceux qui avaient envie, qui attendaient ça, ou ceux qui avaient juste besoin qu'on les aide, qu'on les outille, etc. Oui. Et là, on avait un tiers. Donc ceux-là, ils étaient prêts, partants. Ils savaient faire ou pas, mais ils étaient partants. Après, on avait un tiers qui était plutôt à regarder, qui n'avait pas forcément d'avis, qui était en train de mesurer ce qu'il perdait, ce qu'il gagnait, ce qu'il ferait. Mais de toute façon, le cadre avait bougé, donc il fallait rentrer dans le cadre pour bien faire son boulot. Et puis, on avait probablement quand même un tiers soit de craintifs, c'est-à-dire que j'ai peur de ne pas y arriver, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire et comment le faire, je ne suis pas convaincue que c'est la bonne manière de faire, on n'a jamais fait comme ça, ou clairement non. Donc évidemment, le non, ce n'était pas le dernier tiers, mais je le rangerais presque comme ça. D'accord, c'est intéressant d'avoir ce regard, parce que je pense que c'est des choses qu'on n'appréhende pas toujours assez en amont de transformation, comme celle-là. Et qu'en fait, c'est important de très, très vite s'en rendre compte et de très, très vite, entre guillemets, jouer avec, parce qu'il y a toujours ceux qui vont être moteurs, ceux qui vont aller contre, nager contre, et puis le ventre mou. Et en fait, quand on n'en a pas conscience, le ventre mou, il peut aller d'un côté et de l'autre. Ouais, absolument. Le ventre mou, ce n'est pas du tout une critique, mais bon, c'est la réalité humaine. Oui, ou la partie la plus neutre. C'est la réalité humaine. Et en fait, elle peut aller d'une côté ou d'une autre. Et dans la communication qui se fait, et ça peut complètement faire rater le sujet, parce que en fait, ça peut avoir une influence importante. Donc en tout cas, pour vous, c'était clair, ça a émergé assez vite. Ouais. En tout cas, même si c'est pas forcément quelque chose que l'on espère ou que l'on veut, ça a émergé assez vite et du coup, c'est un axe sur lequel on a travaillé. Alors de manière, encore une fois, de manière la plus constructive possible, bien sûr, en ramenant tous ceux qui pouvaient manquer encore de compréhension, de sens, parce que parfois on va très vite et ça prend un peu plus de temps, etc. Et puis malgré tout, en osant prendre les quelques décisions qui s'imposaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, pour le corps social, est extrêmement important, c'est que quand il y a une dissymétrie qui dure entre l'histoire qu'on raconte et ce que l'on vit au quotidien, on ne peut pas faire grand-chose de pire, en fait. Non. Voire on ne peut plus évoluer. Exactement. Et clairement, on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément uniquement liées à cette évolution des pratiques managériales, mais en tout cas, ça a mis l'accent, parfois plus vite, parfois de manière plus radicale, sur des dysfonctionnements qui n'étaient plus acceptés, qui n'étaient plus acceptables. Et on a pu avoir des discussions difficiles avec des collaborateurs qui fonctionnaient comme ça depuis toujours, et pour lesquels sur une base c'était difficile de comprendre que aujourd'hui c'était plus acceptable alors que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc ça, c'est un élément important. Ouais. Voilà. Et un autre point important que vous avez évoqué, c'est que vous avez impliqué les collaborateurs. C'est-à-dire que c'est vrai que le manager, il évolue dans une relation managériale, donc il évolue avec ses collaborateurs. Et je trouve que d'avoir donné la parole, écouté, informé, mis les collaborateurs dans la boucle, c'est un élément important parce qu'en fait, c'est pareil. Enfin, les collaborateurs, ça impose aussi un changement. Parce que quand vous dites commencer une réunion commerciale par exprimer les difficultés de la semaine, c'est
pas facile. Non. Donc, ça veut dire que si les collaborateurs ne sont pas informés, ne savent pas que c'est un cadre sécurisé parce que c'est une pratique qui est recherchée, etc., ils vont pas y aller. Et en fait, il y a aussi pas mal de transformations de pratiques qui capotent un peu parce que les managers, ils essayent, et puis ils se prennent des portes. Donc, ils disent, moi, je veux bien demander les difficultés, mais il n'y en a pas. En tout cas, ils ne me les disent pas. Et ça, ça pointe sur quelque chose que j'ai souvent entendu, de dire, voilà, on a fait évoluer ça et ça, on n'a pas réussi à libérer la parole. Et là, on se dit, oups, il y a un truc. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, ça me fait penser, voilà, votre exemple me fait penser à ça, il y a un moment donné, s'il n'y a pas cette forme d'adhésion collective et aussi des collaborateurs qui vont jouer le jeu, le manager, pour certains, ça va être très compliqué. Alors peut-être pas sur les plus porteurs qui peut-être avaient déjà cette capacité, mais pour ce ventre mou, pour ceux qui avaient un peu des... Là, il faut comprendre qu'au bout de 3 fois, il lâche, quoi. Ouais. Alors c'est très vrai, et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Parce que finalement, ces changements de pratique, ils sont assez profonds, notamment dans un environnement. Alors je vais revenir à notre environnement, mais un environnement de la banque de détail qui est historiquement très hiérarchique, très discipliné, avec des collaborateurs qui ont appris à grandir dans cet environnement-là très normé. Nous, on a d'abord à cadrer nos risques, la réglementation, etc. Et donc, cette liberté d'expression, de ton, parfois assimilée à la liberté d'action, c'est pas le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde qu'ils connaissent, c'est pas celui dans lequel ils ont grandi, et c'est pas comme ça qu'on les a développés. Donc, il y avait aussi cette conscience-là de nous dire, mais on leur a jamais demandé avant. Donc, ça ne se décrète pas. Donc, il y avait 2 choses. Il y avait à la fois prendre le temps de raconter l'histoire, de leur dire que c'est possible, et puis il fallait que eux, finalement, ils aient la preuve au quotidien que c'est possible. Alors, et que c'est autorisé, que c'est reconnu, que c'est non seulement possible, mais mais autorisé, etc. Que c'est sécurisé. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est évidemment de travailler sur l'ensemble des collaborateurs, mais aussi d'utiliser de nouveau des relais. Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que on a essayé d'aller trouver des collaborateurs donc qui ne sont pas dans la ligne managériale, qui avaient envie de ça, qui l'avaient déjà exprimé, qui osaient, qui étaient plus en capacité de prendre un peu de risque ou de proposer des choses, de prendre des initiatives, de les identifier et de s'en servir comme un relais pour les autres collaborateurs. Il y en a partout, hein. Donc ça fait partie d'un très gros travail. Alors je m'éloigne un tout petit peu, mais sur notre politique de talent management, de dire comment est-ce qu'on identifie beaucoup plus tôt et beaucoup plus bas dans l'organisation qui pourraient être nos acteurs de la transformation, des changements. Ceux qui seraient prêts à oser, qui sont pour plein de bonnes raisons un peu plus en capacité d'eux et qui pourront entraîner, etc. Et donc, on a travaillé aussi depuis quelques années sur cette identification le plus tôt possible dans la carrière et le plus bas possible dans l'organisation de ces potentiels un peu différents qui peuvent nous aider à porter les changements et cette transformation. Ça, c'est le premier point. Et une fois qu'on les a identifiés, c'est comment est-ce qu'on leur permet d'être en action et de jouer ce rôle-là. Et donc, typiquement, quand on avait travaillé, je prenais l'illustration du hackathon de l'innovation managériale, on avait des collaborateurs et des managers, et derrière, on avait utilisé, il y avait 250 ou 300 collaborateurs, on avait utilisé les premiers qu'on avait identifiés, qui avaient eu envie, pour derrière déployer des hackathons régionaux et donc continuer à faire plus bas dans l'organisation cette détection de ceux qui avaient envie de contribuer, etc., avec des appels à candidature, et après de les utiliser comme nos champions, et on en trouvait en Creuse, en Corrèze, dans le Var, en Alsace, etc. Donc ça, c'était un point important parce qu'il permettait de continuer à diffuser la bonne parole, de montrer l'exemple et d'entraîner les équipes autour d'eux. Et je pense que là, ça c'est un point central dans les transformations, enfin pas dans les transformations, dans la vie de l'entreprise, c'est de constamment identifier ces viviers. Parce que c'est des viviers d'abord qui font des feedbacks très intéressants, c'est des viviers qui nous donnent le pouls, et c'est des viviers qui sont moteurs de beaucoup de choses. Et je pense que quand on les identifie et qu'on travaille avec eux, on gagne beaucoup, beaucoup de temps.
Et peut-être une autre illustration que je peux prendre, parce que c'est très, très lié, enfin c'était une autre manière de mener ces changements, c'est qu'on a aussi, alors je disais qu'on avait repensé nos actions de formation pour les managers, on a aussi repensé un certain nombre de parcours qu'on avait, et qui historiquement n'étaient liés qu'à des managers, et qu'on a transformé pour embarquer toutes sortes d'acteurs. Et on a notamment construit un programme on est à la presque 5e édition, on démarre la 5e édition de ce programme, qui a remplacé un programme purement managérial où on avait des managers de managers chaque année qu'on valorisait, etc. Pour là aller chercher des experts et des managers à plusieurs niveaux de l'organisation autour d'un programme qui avait vocation à travailler la résilience et la capacité à vivre et à conduire les changements. Et c'était très disruptif dans notre organisation parce que c'est très développement personnel d'abord. Donc on ne les faisait pas travailler sur des cas pratiques de la banque, du marché des professionnels ou du marché du patrimoine. On leur permettait plutôt de davantage se connaître, de davantage comprendre ce qu'était leur impact sur les autres, ce que pouvait être leur zone d'influence, même s'ils n'étaient ni big boss, ni super experts de la région. Et on leur a aussi fait expérimenter des outils d'intelligence collaborative, ou d'intelligence collective, d'idéation, etc., qu'ils pouvaient ensuite ramener dans leur propre région ou organisation ou département. C'est des promos qui sont des promos d'environ 50 avec en plus des sponsors, une quinzaine de sponsors qui les accompagnent et qui font partie de la promo. Donc on le voit en 4 promos déjà, nous on est à 250 collaborateurs accompagnés, outillés, développés et encouragés à expérimenter, à faire expérimenter, qu'on a partout dans le réseau. Donc cette volonté-là d'essaimer c'est une autre illustration de la manière de faire, mais qui est très intéressante. Voilà, c'est comme ça qu'on était convaincus que en relais, en soutien et en complément de nos managers, on allait faire bouger dans la durée ces pratiques. Et on l'a un petit peu évoqué pour terminer, il y avait la question de la mesure de l'impact de tout ça et de la mesure de l'évolution des pratiques. Alors on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter là-dessus ? Alors c'est probablement la partie sur laquelle je serai la moins concrète parce que je pense qu'on a encore du chemin à faire. Ouais. En tout cas, ça doit être un vrai point de préoccupation, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur le fait d'avoir eu cette super intention, de l'avoir verbalisée, formalisée, marketée et d'avoir mis en place les outils de formation, d'accompagnement et puis voilà, mais de s'assurer que chaque année ça bouge au bon rythme. Donc on le travaille à la fois à travers nos baromètres collaborateurs, où on va chercher leur perception du management, de la manière dont ils vivent la relation manager-collaborateur, etc. Mais je prends une autre illustration. Notre banque de détail, elle est là au cœur d'un très gros projet, qui est un projet de fusion entre nos 2 réseaux, Crédit du Nord et Société Générale. Et de nouveau, à travers une enquête Barrett, on est allé interroger 100% des collaborateurs des 2 réseaux pour leur faire parler de ce qu'ils percevaient eux aujourd'hui, de ce qu'était la culture et notamment la culture managériale de l'entité dans laquelle ils vivaient, de ce qu'étaient leurs propres valeurs et de ce qu'ils voulaient pour demain. Donc chaque fois qu'on peut, on saisit des occasions. Alors là, on a une occasion de transformation extrêmement importante, mais pour revenir, qu'est-ce qu'ils voient, du coup, qu'est-ce qui est différent de ce qu'ils voient aujourd'hui, de ce qui était visible il y a 3 ou 4 ans, ou il y a 2 ans, et continuer chaque année à mesurer la manière dont le curseur bouge. On a aussi des outils plus classiques, mais qui nous servent beaucoup, de type des campagnes de 360, etc., qui permettent aux collaborateurs de s'exprimer, aux managers d'avoir des feedbacks. Donc là, on est bien sûr sur des outils qui sont individuels, mais qui ne sont pas que individuels, parce que quand on fait une campagne, on est capable de manière collective
de compiler un certain nombre de données. Mais c'est un vrai sujet que d'arriver à mesurer, à avoir des points de repère qu'on arrive à suivre dans le temps, parce que ça aussi, c'est pas simple. Et typiquement, ce sera difficile pour nous, puisque le terrain de jeu est en train de changer, la base de départ va changer avec la création de la nouvelle banque. Donc, on a encore un peu de chemin à faire, probablement, pour structurer la manière dont on veut piloter et mesurer ces changements. Mais c'est important aussi pour donner du courage à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est long, comme on disait. Et il faut que ceux qui sont aux manettes, au RH, tout ça, gardent confiance. Il faut que les managers gardent confiance. Donc en fait, je pense que l'enjeu de mesure, il est autant pour, parce qu'on va dire que ce qu'on ne mesure pas n'existe pas, que pour se donner du courage. Parce que souvent aussi, on s'arrête parce qu'on se dit, mais ça donne aucun résultat. Donc c'est important de trouver aussi des indicateurs qui permettent de donner assez vite des résultats. C'est vrai que moi j'ai pratiqué beaucoup de baromètres de collaborateurs et c'est extrêmement intéressant. Mais c'est intéressant si on arrive à bien mettre certaines questions sur lesquelles on peut évoluer vite, en fait. Parce que parfois, on se dit les choses ne bougent pas parce qu'on mesure des choses qui nécessairement sont très longues à faire bouger. Et je trouve que c'est toujours intéressant quand on cherche des indicateurs de se dire quels sont les 2-3 indicateurs sur lesquels, même un manager, si on lui donne des propres indicateurs, on va lui essayer de leur donner 2-3 où on est sûr qu'il va très vite se voir évoluer. Parce que, on parlait de développement personnel, mais vous, quand vous mettez un objectif... Si vous faites du sport, si vous faites de la course, si vous ne voyez pas vos performances évoluer, vous savez difficile de lâcher. C'est très parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le quotidien qui revient, tout le reste, etc. On n'est pas non plus dans un monde où ils sont concentrés là-dessus. En tout cas, Claire, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci pour ce partage. Maintenant, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre à vous. On en parlait un petit peu en préparation de l'épisode. Peut-être qu'on pourra en parler dans quelques temps. Vous viendrez nous raconter où ça en est. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette nouvelle fonction, dans cette même banque, mais dans ce nouveau... on disait presque que c'est presque une nouvelle entreprise. Et puis, je vous remercie encore. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.